Sciences Po. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment pour votre présence parmi nous ce soir. Pardonnez-nous pour ces quelques minutes de retard. Nous sommes vraiment immensément heureux de vous accueillir pour cette belle conférence 1945-2025, transmettre la Shoah 80 ans après. Je vais tout de suite remercier celles et ceux grâce à qui cette soirée est possible, nos intervenants de ce soir, en commençant par le plus jeune d'entre eux, M. Herbert Traub. Bienvenue. Bienvenue sur le campus de Sciences Po à Menton. Vous êtes rescapé de la Shoah, résistant, combattant. Vous nous en direz un petit peu plus tout à l'heure. Cette conférence sera modérée, animée par M. Marc Benveniste. Vous êtes enseignant à Sciences Po, écrivain, membre du Conseil national du Fonds social juif unifié. Bienvenue à vous aussi et merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Danielle Laufer, vous êtes écrivaine, journaliste. Vous avez publié un livre poignant, Venir après. Nous sommes au cœur de l'actualité parce qu'il sort en poche demain, mais nous le proposons dès aujourd'hui à la vente sur le campus, ici même tout à l'heure. Vous pourrez vous le procurer et le faire dédicacer. Merci beaucoup pour votre présence parmi nous. Et monsieur François Heilbronn, vous êtes professeur affilié à Sciences Po, vice-président du Mémorial de la Shoah, et surtout, pardonnez-moi d'être le local ce soir qui s'exprime, enseignant sur le campus de Menton. Ce semestre, vous êtes aussi intervenu lors de la semaine de pré-rentrée, vous dispensez un cours sur l'histoire des Juifs en France. Vous avez aussi publié un livre passionnant, je le dis d'autant plus sincèrement que je suis en train de le terminer. Il s'appelle Deux étés 44, il a été publié chez Stock. Il est sorti en poche, vous pourrez aussi l'acquérir tout à l'heure. C'est une histoire vraie, incroyable. On apprend beaucoup de choses dans ce livre. Je vous le conseille vivement. Merci beaucoup, monsieur Heilbronn, d'être parmi nous ce soir. J'aimerais vous dire trois choses très rapides et puis je céderai la parole aux intervenants ce soir. Vous l'avez compris, c'est un privilège immense, une chance d'avoir parmi nous Herbert Traub ce soir. Je souhaitais, vous l'avez applaudi, vous l'avez compris, je pense que vous êtes aussi ici pour cela. Herbert est un témoin direct de la Shoah, il en a été rescapé, il a été interné au camp d'Émile, il s'est échappé d'un train qui le conduisait à Auschwitz. Et je pense que c'est un privilège immense de l'avoir parmi nous aujourd'hui, de l'entendre témoigner. Et pour cela, vraiment, je souhaitais du fond du cœur vous remercier encore une fois, monsieur Traub. Le thème de la conférence que nous avons ensemble défini m'a fait penser à ce que disait, lorsqu'elle était la première présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, Madame Simone Veil. Je crois que ça devait être, elle a été la première présidente de 2001 à 2007, mais je crois qu'elle disait cela dans un discours en 2002, et pardonnez-moi si la citation n'est pas tout à fait exacte, mais vous en comprendrez l'esprit, je pense, le XXe siècle a vu la disparition de sa famille, de ses amis. Le XXIe siècle verra le départ de celles et ceux qui ont vécu très directement en étant les enfants ou les témoins, les rescapés, les survivants de la Shoah. Et donc face à la disparition de toutes celles et ceux qui ont été meurtris dans leur chair, dans leur âme, très directement par cette catastrophe, comment transmettre ensuite? Je pense que c'est la question que nous allons nous poser ce soir, à laquelle nous allons essayer de répondre. Alors ça m'a une fois encore fait penser à ce privilège qui est le nôtre, d'avoir un témoin direct parmi nous, M. Traub, mais aussi à la mission qui est celle d'une institution comme la nôtre, d'enseignement, d'éducation. Sciences Po souhaite prendre sa part de responsabilité dans ce travail de transmission de la mémoire,
Alors, le hasard du calendrier a voulu que la date soit bien choisie. Demain est une journée internationale inscrite à l'agenda de l'Organisation des Nations Unies. En 1966, l'Assemblée générale a décrété, décidé, voté que le 21 mars serait la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale dans le monde. Cette semaine, précisément, qui se termine demain, est dans tous les établissements scolaires de notre pays, mais nous y associons comme établissement d'enseignement supérieur une semaine d'éducation et d'action pour la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Donc nous sommes véritablement fiers de pouvoir vous proposer cette conférence ce soir, mais notre responsabilité va au-delà de l'organisation de ce type d'événement. Nous proposons aussi des cours aux étudiantes et aux étudiants du campus. Nous leur proposons des visites mémorielles. Ça fait plusieurs années que nous avons un partenariat avec le Camp d'Émile, dans lequel nous nous rendons chaque année avec la promotion de première année. Des étudiants participent à des événements commémoratifs. Cette année, une délégation d'étudiants du campus s'est rendue à Menton pour le 80e anniversaire de la libération des camps. C'était à la fin du mois de janvier. Vous pouvez compter sur nous pour poursuivre ce travail. La dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est la fierté qui est celle de Sciences Po d'avoir réussi à composer le panel de ce soir pour qu'il soit en conformité, en cohérence avec une valeur forte de l'institution, la pluridisciplinarité. Dans la transmission de la mémoire, quand on pense aux sciences humaines et sociales, c'est souvent l'histoire qui arrive en premier. C'est la discipline reine, bien sûr, affronter les faits, les connaître. Mais dans cette œuvre de transmission, et ce soir, je pense que, et notamment M. Benveniste et Mme Laufer et M. Elbron en témoigneront, la littérature peut aussi faire son œuvre, les arts, les sciences humaines et sociales en général, le cinéma peuvent être aussi des alliés de choix dans ce travail de transmission. Et je trouve que voilà, la manière dont on a composé le panel aujourd'hui vous le montre. Et la dernière chose que je voulais vous dire, et ce sera mon mot de conclusion, éduquer, se souvenir, transmettre sont des combats difficiles, mais qui nous font avancer. Oublier, baisser les bras, se résigner, nous font reculer. Et je suis vraiment fier qu'aujourd'hui, à nos côtés, nous avancions ensemble vers une société plus fraternelle. Je vous remercie. Et là, vous m'entendez. Mesdames, Messieurs, nous sommes aujourd'hui le 20 mars 2025. Voici 92 ans, jour pour jour, le 20 mars 1933, fut mis en service le camp de Dachau. Dachau, ce même camp où le père de Herbert fut déporté en 1938 jusqu'au printemps 1939, avant un horrible périple. 92 ans, c'est à la fois hier, mais c'est aussi aujourd'hui, parce que nous sommes réunis pour répondre à une injonction, celle du Zachor. Ce mot hébreu a deux sens. Le premier, le plus connu, signifie « souviens-toi ». Le deuxième, qui est complémentaire, signifie « tu n'arrêteras pas d'en parler ». Alors n'arrêtons pas d'en parler. Je vais maintenant céder la place et la parole à ce trésor national vivant qu'est Herbert.
un humaniste aussi profondément fraternel que courageux, voire téméraire. Un siècle dense nous contemple dans chacune de ses paroles. C'est à toi, Herbert. Bien, je pense qu'on m'entend, oui, ça va. Je précise tout d'abord, je ne suis pas ni historien ni journaliste et je ne vais parler que de choses qui me sont arrivées à moi directement. C'est-à-dire, je ne vais pas essayer de parler des circonstances environnementales, mais je raconte mon histoire. Il y a beaucoup de gens ici qui la connaissent, mais il y a beaucoup de jeunes qui ne la connaissent pas. Donc, je vais essayer d'être précis, juste et... Merci. Voilà. Donc, je suis né en 1924 à Vienne, en Autriche. J'ai vécu la période de l'annexion de l'Autriche en 1938. J'ai été expulsé du lycée que je fréquentais à l'époque. J'étais en troisième et nous avons dû quitter l'Autriche après l'arrestation de mon père qui a été déporté à Dachau. Donc on est parti en Belgique. En Belgique, lorsque la guerre a éclaté, la Belgique était neutre jusqu'au 10 mai 1940, lorsque les Allemands ont envahi la Belgique sans déclaration de guerre, bien évidemment, et nous nous sommes réfugiés en France. En France, nous étions accueillis comme réfugiés. Comme réfugiés, c'est-à-dire avec d'autres Belges qui ont quitté la Belgique, d'autres étrangers, nous étions des réfugiés. Dans un petit centre, une petite ville qui s'appelle Villeneuve-des-Bergues. Je ne pense pas que quelqu'un ici sait où c'est. Mais notre statut de réfugié a brusquement basculé en indésirable. Parce que lors de la prise de pouvoir de Pétain et l'établissement du gouvernement qu'on appelle communément le gouvernement de Vichy, l'esprit fascisant de ce nouveau gouvernement a fait que, notamment tous les juifs et principalement les étrangers, étaient des indésirables. Et je me suis trouvé dans un camp avec ma mère, mon père n'était pas là à l'époque, un camp de Gurs. Si vous trouvez des documents là-dessus, un jour vous verrez que c'était pas très très agréable. C'était des baraques en bois, dans un terrain qui était marécageux. Quand on sortait de la baraque, on s'enfonçait jusqu'aux chevilles dans la boue pour aller aux toilettes, évidemment, enfin, toilettes. Les lieux d'aisance, appelons ça comme ça, où j'ai passé tout l'hiver. C'est un camp qui était très, très difficile à vivre. Il n'y avait aucune hygiène, il n'y avait pas une nourriture tout à fait défectueuse, et ma pauvre mère, elle est devenue de plus en plus malade, etc. On a fini par transférer un certain nombre de gens du camp de Gurs à un autre camp, le camp de Rivesalt, qui était plus facile à vivre en ce sens que le baraque était en dur, il n'y avait pas de boue par terre et les gens pouvaient communiquer dans la journée entre eux. Le soir, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Une des difficultés du camp de Rivesalt était l'infection par des puces, des punaises, des poux de corps. C'était horrible. Et on n'avait rien pour nous nettoyer. Parce que quand on trempe un vêtement dans de l'eau froide, les puces qui sont là-dedans, ben, ils rigolent. Parce que quand on sort les vêtements, ils sont toujours vivants.
Donc notre occupation le soir, c'était de tuer les poux dans nos vêtements. Ma pauvre mère est décédée de maladies, de malnutrition, de manque de soins, etc. à Riverside. J'avais bien évidemment l'autorisation d'assister à ses obsèques et je ne suis pas retourné au camp, c'est-à-dire j'en ai profité pour m'évader et je suis parti à Marseille. À Marseille, j'ai eu l'opportunité d'être en contact avec des Quakers qui avaient un organisme qui s'appelait American Friends Service Committee. On trouve ça sur Internet. Et ils m'ont procuré des papiers valables. Donc je suis resté avec eux pendant presque 1 an et demi à Marseille. Et j'ai découvert, peu après mon arrivée chez eux, qu'il y avait un petit noyau de résistance qui se créait avec un certain monsieur Champenois, qui était donc un groupe gaulliste. C'était assez rare à l'époque, je vous parle de 1941, mai 41, et donc j'ai collaboré avec ces gens-là pendant presque 1 an et demi. Notamment, notre travail, c'était distribuer des tracts, distribuer des journaux, faire de la propagande anti-allemande, évidemment, et de la propagande surtout gaulliste. Mais malheureusement, en 1942, au mois d'août, le 26 août exactement, j'ai été arrêté et je me suis trouvé interné à mon 3e camp, le camp des Milles. Le camp des Milles, où je ne suis pas resté très longtemps, parce que du camp des Milles partaient des convois vers les camps d'extermination, appelons-les comme ça. Mais ça, bien évidemment, les gens internés au camp des Milles l'ignoraient. Nous ne savions pas quelle était la destination finale des trains qui partaient. On savait que ce n'était pas très engageant de rentrer dans un train. Or, j'aurais pu m'évader à l'époque du camp des Milles, parce que j'étais assez bon en gymnastique, j'étais assez costaud, j'avais 18 ans, mais j'attendais que les Quakers et mes amis de la résistance réussissent à me faire sortir légalement, sachant que si je m'évadais, j'étais à nouveau un fugitif. Donc j'attendais, mais j'ai attendu trop longtemps parce que, en fin de compte, le 10 septembre 1942, je suis parti avec un convoi destination Drancy, et des Drancy, ça partait directement à Auschwitz à l'époque. Mais ça, nous ne le savions évidemment pas. On savait qu'on partait vers le nord, mais on ne savait pas pourquoi. Il y avait des rumeurs qui circulaient, des hypothèses. Il y a des gens qui disaient on va travailler. Mais quand je regardais autour de moi, je voyais des femmes, des enfants, des vieux travailler. Ces gens-là travailler, c'est pas normal. Moi, il faut absolument que je me sorte de là. Bon. Donc le train part, je suis dans un wagon où il n'y avait que des hommes. On avait séparé les hommes des femmes, et les femmes et les enfants d'un côté, les hommes de l'autre. Donc le wagon, un wagon à bestiaux bien évidemment, bondé, je ne sais pas combien de gens nous étions, probablement entre 50 et 60, ça devenait très très inconfortable bien évidemment. Il y avait une tunette qui bientôt débordait, vous imaginez ce que ça veut dire, et j'avais réussi à passer ma tête au travers des 2 barreaux du fenestron qu'il y avait là, et j'ai regardé dehors. Il y avait quelqu'un qui m'a tapé sur l'épaule et puis m'a crié dans l'oreille, tu sais, si la tête passe, le corps passe. Alors là, j'ai ressorti ma tête, je lui ai dit, vous êtes sûr? Il m'a dit oui. Là, j'ai fait un rideau, je n'ai pas regardé où était ma petite valise avec mes affaires. J'ai passé les pieds, j'ai fait un rétablissement. On m'a poussé un peu parce que le corps ne voulait pas passer. Et je suis resté accroché à l'extérieur du wagon qui marchait, le train marchait assez vite. Et il faut faire quoi? Ben maintenant, il faut sauter. Il faut sauter où? J'ai regardé évidemment une opportunité pour avoir un endroit, mettons,
plus accueillant, des herbes, un fossé, etc. Et il y avait des poteaux télégraphiques qui défilaient. Il ne fallait pas que je saute et que je tombe sur un poteau télégraphique. Et là, je me suis rappelé qu'en éducation physique à l'époque, j'étais le meilleur. En latin, j'étais plutôt le dernier. Mais je sais que le latin, à l'époque, ne m'aurait pas servi à quoi que ce soit. Par contre, d'être bon en gymnastique, ça m'a aidé. Je me suis arc-bouté à un moment donné contre les parois du wagon auquel j'étais accroché. J'ai vu arriver à une zone verte et j'avais peur de ne pas tomber sur les ballasts parce que ça aurait été mortel. Je me suis élancé, tombé dans le fossé et j'étais sauvé. Bon, j'étais libre. J'étais libre, mais j'étais tout seul, rien dans les mains, rien dans les poches. Et donc, je me suis dit, il faut que je retourne à Marseille, où j'ai des amis. Je suis donc retourné à Marseille en suivant la ligne de chemin de fer. Je ne savais pas du tout où j'étais. Hein. Et on n'était pas tellement loin de Montpellier. Je suis arrivé vers minuit à Montpellier, où un train partait vers Marseille. Je suis monté dans ce train avec beaucoup de difficultés parce que les gens se pressaient, c'était surchargé évidemment. Et en fin de compte, je suis arrivé à Marseille. À Marseille, mes amis de la résistance ont appelé le chef qui m'a dit « Tu ne peux pas rester comme ça. » À Marseille, pardon, dans la région du sud de la France, c'est-à-dire la zone dite libre pétainiste, cette zone-là, il n'y avait pas de maquis, il n'y avait rien. Il y avait des groupes de résistants plus ou moins, qui faisaient le même travail que nous. Nous faisions que de l'information et de l'appel au gaullisme. C'est tout ce qu'on faisait. Donc il n'y avait rien. Et finalement, on m'a dit, il faut que tu t'engages à la Légion étrangère. Donc je suis parti à la Légion étrangère assez difficilement, puisque la Légion, à l'époque, n'engageait ni Allemands, ni Juifs. Or, j'étais les deux. J'étais allemand et j'étais juif. Alors, on m'a transformé en luxembourgeois, et puis je me suis donc engagé à la Légion comme luxembourgeois. J'ai eu la chance de partir avec un des derniers convois de nouveaux engagés en Afrique du Nord, à Oran, quelques jours avant le débarquement des Alliés en Afrique du Nord. Donc, je me suis trouvé du bon côté. C'est-à-dire que j'ai fait mon instruction dans la Légion étrangère et au bout de 4 mois, je suis parti en renfort en Tunisie, où j'ai eu mon baptême du feu. En Tunisie, j'ai combattu là-bas. J'ai combattu après, jusqu'à la fin des opérations en Tunisie. C'était, je crois, le 12 mai. C'était le 12 mai 1943. Et donc, après, je suis parti en Afrique du Nord. On nous a équipés avec du matériel américain. Notre régiment, oui, je dis bien, a été affecté à la 5e division blindée. Et j'ai participé avec cette 5e division blindée au débarquement en Provence, du côté de Saint-Raphaël, sur la place du Tramont. J'ai participé à toute la campagne de la libération du sud-est de la France, la libération notamment de l'Alsace, le combat à Colmar assez dur, la traversée du Rhin sans combat, des combats en Allemagne, et je me suis trouvé le 8 mai 1945, le jour de la victoire, en Autriche. Donc, d'où j'avais été chassé avec des coups de pied dans l'arrière 7 ans auparavant, je m'étais retrouvé comme vainqueur avec un fusil à la main en Autriche. Mais, ça c'est une chose. Lorsque la guerre s'est terminée là-bas, pour moi, c'était la victoire contre le nazisme, la victoire
contre le totalitarisme, la victoire contre l'antisémitisme. Quand je pense à ça aujourd'hui, je suis un petit peu effaré de voir que tous ceux que nous avions combattus à l'époque renaissent aujourd'hui. Et je trouve que nous, les anciens, les quelques anciens qui restent, il n'y en a plus beaucoup, notre devoir à nous, c'est d'expliquer aujourd'hui à la jeunesse comment ces choses-là ont pu se produire, comment un peuple d'élite, qui était l'Allemagne, a pu passer de l'autre côté, comment des gens qui étaient des intellectuels ont pu devenir des assassins, comment on a pu créer la Shoah. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer aujourd'hui à des jeunes. Je n'ai pas encore eu l'occasion de venir ici en Sciences Po, mais si on m'invite, je viendrai volontiers pour expliquer ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela ne se reproduise pas? Ce n'est pas uniquement des mots, il faut des actions. Voilà, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que je pouvais dire aujourd'hui. Je n'ai pas été trop long, non? Ça va? Encore un peu. Comment? Encore un peu. Encore un peu. Encore un peu. Bon, comme j'ai abrégé beaucoup de choses, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, mais je pense que mon expérience d'ancien persécuté, d'ancien résistant, d'ancien combattant, et maintenant de quelqu'un qui essaie de partager son expérience avec des jeunes en leur expliquant comment cela a pu arriver pour que cela n'arrive plus jamais. Je fais une petite remarque. Donc, aujourd'hui, on me pose parfois la question, quel est ton rapport à l'Allemagne, à l'Autriche? Ça, je peux le dire carrément, je n'ai aucun ressentiment vis-à-vis de la population actuelle. J'ai bien évidemment un ressentiment contre des gens qui ne vivent plus. C'est eux les bourreaux, mais ils sont tous morts. Mais les jeunes d'aujourd'hui, allemands, je n'ai rien contre eux. Ce n'est pas les jeunes qui sont responsables de ce qu'a pu faire leur grand-père, qu'il a été ou non nazi, je n'en sais rien. Donc je n'ai rien contre eux. J'ai d'excellents rapports avec les Allemands, avec les Autrichiens, mais je suis vigilant lorsque je perçois parmi ces gens-là des notions d'antisémitisme naissant. C'est plus rare, je pense, en Autriche qu'en France. Plus rare. Parce que eux, ils sont quand même éduqués contre ces choses-là. En France, moins. Voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. Je fais partie du club allemand international de Monaco, où je suis très très bien accueilli. On m'a même nommé membre d'honneur. Et je leur ai dit à eux exactement ce que je viens de vous dire. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je commence à me fatiguer un peu. Il ne faut pas oublier que l'âge commence à peser un petit peu, plutôt sur les jambes que sur la tête. La tête, elle marche encore à peu près. Mais enfin, c'est tout ce que j'ai pu dire. Voilà, mesdames, messieurs. Quelle émotion. Voici 60 ans, en 1965, le grand philosophe Vladimir Jankélévitch nous a livré son témoignage. Il avait été déchu de sa nationalité dès 1940 et interdit d'enseigner. En 1965, il écrit, je vous laisse savourer la phrase, « On entend parfois dire que les déportés, les juifs, les résistants commencent à fatiguer leurs contemporains en évoquant trop souvent Auschwitz et Oradour. Nos contemporains, paraît-il, en ont assez. Ils voudraient qu'on leur parlât d'autre chose. » Et Jankélévitch ajoutait « Nous nous permettrons donc de contribuer à la lassitude que tant de souvenirs horribles occasionnent. »
Certains écrivains de portée considérable s'honorèrent pendant et après la Shoah. Ils sut dire leur détresse et leur humanité préservée dans cette épreuve sans équivalent. Benjamin Fondane, dans Le mal des fantômes, un ouvrage de poésie exceptionnel, écrivit « C'est un rêve effrayant et je m'y trouve encore. Une chose mouvante et qu'on appelle terre coule à pic lentement hors du regard de l'être. » Et le poète juif et communiste, André Migdal, prolonge cette terrible méditation par ses vers également en alexandrin. Il faut avoir connu cet immense charnier, il faut avoir vécu ce qui est invivable, respirer cette odeur dans nos poumons rognés pour voir en ce bilan une dette solvable. Certains des auteurs, poètes, romanciers, essayistes qui ont écrit dès la sortie de la guerre se sont parfois suicidés. Je pense à Paul Celan, que mon ami François citera tout à l'heure, le grand poète qui fractionna la langue allemande pour la rendre supportable pour ses jours et qui mit fin à ses jours en 1970 en se jetant du pont de la Seine. Je pense à Primo Levi, dont on ne sait pas exactement s'il s'est suicidé ou pas, mais dont on sait que sa chute, le 11 avril 1987, correspond au 42e anniversaire de la libération de Buchenwald. Il est tombé dans les escaliers, on ne sait pas si c'est un acte manqué ou pas. Et je pense à Jean Améry, qui fut torturé, qui écrivit des livres merveilleux, notamment Par-delà le mal et le châtiment, et qui décida de mettre fin à ses jours en 1976. Ces trois écrivains ont écrit tout de suite, et finalement, ce n'était peut-être pas la bonne option. C'est ce que dit Georges Semprin, qui a mis 18 ans à écrire Le Grand Voyage, qui commence par le convoi qui va à Auschwitz. Et voilà ce qu'il dit. Il y a cet entassement des corps dans le wagon, cette lancinante douleur dans le genou droit, les jours, les nuits. Mon voisin a frayé un passage jusqu'à l'une des ouvertures et lui dit « Respirer, c'est l'essentiel, tu comprends ? Pouvoir respirer. » La respiration, l'air, ce dernier bonheur pour ceux qui sont les déportés, est évoqué à la fois par Elias Canetti, prix Nobel de littérature, et par le très grand auteur autrichien, comme toi, Hermann Broch, ex-autrichien et vrai français. Gaskrieg und Gaskrieg, de la guerre des gaz, c'est-à-dire le premier conflit mondial, à l'extermination des Juifs par le Zyklon B. Nul n'est jamais sorti vivant d'une chambre à gaz. Le poète Paul Éluard, auteur d'une œuvre résistante exceptionnelle, écrira, dans ce qu'il nomme un temps délivré des fossoyeurs de la raison, ces vers qui sont extraits des vendeurs d'indulgence. Voilà ces vers. Il n'y a pas de salut sur la terre tant qu'on peut pardonner aux bourreaux. Je voudrais évoquer le bouleversant passage que Georges Semprin décrit avec pudeur dans L'écriture ou la vie. Nous sommes le 11 avril 1945, le camp de Buchenwald vient d'être libéré. Il est un des rares survivants du camp. Il est avec un déporté juif qui a survécu, qui s'appelle Albert, qui est un Hongrois, et tous les deux vérifient qu'il n'y a pas de vivant. Il s'apprête à sortir du baraquement, de l'obscurité du baraquement. Dehors, il fait un soleil clair. De l'ombre à la lumière, c'est un peu ce qui leur arrive. Ils sortent, et ils passent à côté d'un charnier. C'est le chapitre 2 de L'écriture ou la vie. Et passant à côté de ce charnier, ils entendent une voix dans le charnier humain. Ils se penchent, ils écoutent. Et Albert,
le déporté hongrois dit Kaddish. Ils écoutent et c'est effectivement un Kaddish qui sort du charnier humain. Tous deux font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de trouver la personne de qui cela émane. Eh bien, c'est un déporté, épuisé, mourant, qui, dans le charnier, prononce le Kaddish pour lui et pour ses camarades. Et avant la fin du Kaddish, il s'éteint. Georges Semprin va évoquer la dernière séance de torture de Jean Moulin dans un très beau livre qu'il a écrit qui s'appelle « Une tombe au creux des nuages », qui reprend le vers de Paul Celan, qu'évoquera tout à l'heure François. Et Barbie était obsédé par le fait de connaître le vrai nom de Jean Moulin qu'il connaissait uniquement sous son nom de résistance. Barbie a torturé lui-même Jean Moulin. Et au bout d'un moment, il connaît le nom de Jean Moulin, le vrai, mais il continue à le torturer pour que Jean Moulin lui dise ce nom. Et Jean Moulin ne dit toujours rien. Et à la dernière séance de torture, quelques jours avant que Jean Moulin expire dans un train qu'il conduisait à Metz, Barbie prend un papier et devant Moulin, ensanglanté, qui a déjà perdu un œil, qui est tétanisé de douleur, il écrit sur ce papier « Moulins » et il jette le papier à Jean Moulin. Et Jean Moulin prend le stylo, barre le S et le rend à Barbie. Il rend ce papier à Barbie. Et c'est une scène exceptionnelle. Et la question de la torture et de la douleur que Georges Semprin va évoquer dans l'exercice de survie et qui va lui occasionner cette phrase « Ce qui est inhumain, surhumain en tout cas, dit-il, c'est d'imposer à son corps une résistance sans fin à l'infinie souffrance. » Pour terminer, je voudrais citer la controverse qu'il y a entre Jean Amérique, donc qui s'est suicidé en 1976, qui a écrit un livre terrible sur la torture, sur l'inutilité de la torture. L'inutilité de la torture. Et Jean Améry et Georges Semprin ont une controverse, parce que Jean Améry dit « Celui qui a été torturé n'appartient plus à ce monde, ne fait plus partie de ce monde. » Et cette phrase a le don d'exaspérer Georges Semprin, qui est son ami proche, pour plusieurs raisons, parce que tous les deux ont été torturés de la même manière. Georges Semprin a été torturé en 1944 à Auxerre, avec plusieurs supplices. Et il sait que Jean Améry n'a jamais rien dit. Il n'a jamais rien dit sous la torture, mais il a parlé. Quelle est la différence ? D'où l'inutilité de la torture. Jean Améry, sous la torture, a raconté, il le dit lui-même, n'importe quoi. Il s'est accusé de crimes imaginaires, il a inventé des attentats qui n'existaient pas, parce que sous la torture, en réalité, on dit n'importe quoi. Et Georges Semprin ne supporte pas cette phrase de Jean Améry, qui consiste à dire « le torturé ne fait plus partie du monde », parce que Georges Semprin considère que le torturé est rattaché au monde par tous les fils de la vie, de son silence, qui a sauvé des existences humaines. Et si la littérature de la Shoah nous enseigne quelque chose, c'est que la torture est un acte abject qui fait descendre l'homme de sa propre humanité. C'est la raison pour laquelle Vladimir Jankélévitch conclut un de ses ouvrages, Retour aux sources, en disant « Les nazis n'étaient des hommes que par hasard ». Cette phrase est complexe parce que les nazis ne se sont pas comportés comme des hommes, mais néanmoins, les nazis sont descendus de leur propre humanité, l'ont quitté volontairement.
comme d'autres aujourd'hui le font. Je laisse cette phrase à votre méditation. Les nazis n'étaient des hommes que par hasard. Merci. Je vais maintenant céder la parole à Danielle Laufer. Alors, c'est une femme merveilleuse. Elle possède à la fois la rigueur qui est propre au journalisme, la tendresse de la petite fille de déportée et l'inflexibilité de la mémorialiste. Émotive mais forte, elle livre un témoignage tout en nuances qui figure dans son nouvel ouvrage. Et je lui cède la parole. Merci, Danielle. Merci beaucoup. J'ai eu une enfance étrange, un peu fracassée, avec une mère assez froide et bizarre qui parlait toute seule et ne savait pas aimer. Longtemps, j'ai eu peur de devenir folle. J'ai été une enfant anorexique, asthmatique, puis une adolescente angoissée, et je suis devenue une femme claustrophobe. Je ne sais pas où, quand et comment j'ai appris que ma mère avait été déportée, mais je sais que cela a fait d'elle une survivante et de moi une enfant qui a grandi au milieu des fantômes sans jamais pouvoir en parler, car cela n'intéressait personne à l'époque. Ma mère a été déportée. Lorsque je prononçais cette phrase dans mes années d'adolescente, parce qu'il me semblait que cela expliquait une partie importante de ma personnalité, sans que je sois vraiment capable de dire en quoi, mes interlocuteurs me regardaient sans comprendre et ils passaient à autre chose. Personne ne me posait de questions. Quand je me sentais en confiance, j'insistais un peu, pas lourdement, mais j'y revenais de temps en temps pour justifier ma sensibilité, mon émotivité, ma fragilité. J'aurais voulu qu'on me cajole et qu'on me console de souffrir autant d'un événement qui ne m'était pas arrivé et que je ne comprenais pas. Les fantômes qui me hantaient et m'empêchaient de vivre ne m'ont pas choisi pour cible au hasard. Ils accompagnent tous ceux qui, comme ma sœur et moi, ont été élevés par un ou des parents rescapés des camps de concentration dans lesquels on les a jetés juste parce qu'ils étaient juifs, même si cela n'avait pas d'importance pour eux. Ma mère, par exemple, ne s'est jamais sentie juive, ni avant, ni après les camps. Son monde s'est pourtant arrêté avec la montée en puissance des nazis en Allemagne, mais elle a poursuivi son chemin dans sa tête comme si rien de tout cela n'était advenu. Une femme empêchée de vivre et d'aimer, dans la survie et l'interrogation inquiète de tous les instants. Est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Demandait-elle d'une voix enfantine pour tout et n'importe quoi. Devant le désintérêt de mes amis, j'ai arrêté de dire que ma mère avait été déportée, sauf à quelques intimes capables de sentir la profondeur de l'abîme que je frôlais tous les jours sans jamais y sombrer complètement. J'ai cessé d'ennuyer avec mes histoires, ceux qui disaient qu'il fallait tourner la page, que ça ne servait à rien de ressaser ces histoires, qu'il était temps de passer à autre chose. J'ai fini par me taire et par ne plus en parler. J'ai gardé pour moi mon asthme, mes cauchemars d'enfant, mes angoisses inexpliquées, ma timidité, ma peur de déplaire, mon manque d'assurance, mes allergies et mes phobies. Je ne faisais pas le rapprochement entre mes empêchements, ma difficulté à vivre et la déportation de ma mère. J'ai essayé d'oublier, de vivre avec, de faire comme si cela n'avait pas existé, de me raisonner. Après tout, ce n'était pas à moi que c'était arrivé. Arrivé presque au bout de ma vie, tout cela ressurgit. Les derniers survivants disparaissent, nous laissant, nous leurs enfants, dans une peine et un désarroi immense. Même si nous le voulions, nous ne pourrions pas oublier ce que les nazis ont fait à nos parents et à leurs familles. Le temps est venu pour nous de prendre la parole et d'exposer nos cicatrices pour que personne jamais n'oublie. Pour que les 6 millions de Juifs qui ont été assassinés sans sépulture et dans une atroce sauvagerie survivent à travers nos mots et passent dans votre mémoire et celle des générations à venir. Ne les laissons pas disparaître une deuxième fois. Nos parents ont survécu et ne s'en sont pas remis. Ils se sont débattus pour que nous puissions vivre heureux, joyeux, aimants, protégés de la haine antisémite. Ils ont voulu pour nous le meilleur et ils ont commis des erreurs comme tous les parents du monde.
Et ils nous ont transmis un trauma collectif dont personne n'avait jamais parlé jusque-là et qui fait l'objet de mon livre, parce que j'ai écrit un livre. Je l'ai écrit parce que je ne pourrai jamais me défaire de cette histoire et parce que je ne laisserai pas Hitler gagner post-mortem. Pour écrire ce livre, j'ai rencontré d'autres femmes et d'autres hommes nés comme moi après la guerre, de parents qui ont été déportés et qui en sont revenus. Avec ce livre, j'ai découvert que malgré nos différences, nous avions beaucoup de points communs. Des familles minuscules, sans grands-parents. Nos parents ont souvent quitté leur pays d'origine seuls, car toute leur famille avait été exterminée dans les camps. Nous avions des parents avec un accent qui nous faisait parfois honte, petits, quand nous aurions voulu nous fondre dans la masse. Des accents qui m'inspirent une immense tendresse, car ils sont en train de disparaître. Il nous faut témoigner pour eux encore et toujours, même si ça ne sert à rien, on ne sait jamais. Nous avions des parents étranges qui parlaient français avec un accent et ne nous ont rien dit. Pourquoi ? Pour nous protéger, pour oublier, pour essayer de vivre comme si cela n'avait jamais existé, pour faire comme si cela n'avait jamais existé. Qui peut répondre à cette question à leur place ? Nous avons tous eu le sentiment de ne pas être tout à fait comme les autres. Nous avons tous eu des relations difficiles avec nos parents, dont certains étaient violents, à cause de la violence qu'ils avaient eux-mêmes subie, certainement. Ce n'est pas facile de parler de la violence de ces parents qui ont été des victimes, mais pourquoi serait-il étonnant que la violence qui leur a été infligée ressorte ainsi, s'ils n'ont pas pu en parler, être écoutés, entendus, compris, réparés ? Nous étions là dans leur intimité, en première ligne. L'amour ne suffit pas toujours. Ces itinéraires familiaux insensés ont engendré une violence dont on parle rarement. Beaucoup d'entre nous en ont fait les frais sans savoir d'où ça venait, sans comprendre pourquoi ça leur tombait dessus. Certains n'ont jamais su ou pu nous prendre dans leurs bras et nous serrer contre eux avec l'amour et la chaleur qui nous auraient donné la sécurité intérieure et la confiance nécessaire à la joie de vivre. D'autres, et ce sont parfois les mêmes, avaient des tempéraments déstabilisants et qui faisaient peur. Les nazis avaient empêché ma mère de vivre la vie qu'elle aurait dû mener et nous ont, comme dit ma sœur, privés de la mère que nous aurions dû avoir. Une mère qui nous aurait aimés comme nous avions besoin de l'être et que nous aurions pu aimer comme elle aurait eu besoin de l'être. Sauf que nous n'avons pas pu. Cet amour a été empêché. L'horreur ne lâche jamais ce qu'elle a tenu entre ses griffes. Elle ressurgit toujours, même quand on essaye de la tenir à distance. Pour pouvoir survivre, les rescapés des camps ont dû maintenir une certaine dissociation, un clivage, afin de ne pas être envahis par un passé traumatisant. Beaucoup d'études ont montré les dégâts de la guerre et de la déportation sur les rescapés. Tous les enfants de survivants, quelle que soit la catastrophe à laquelle leurs parents ont échappé, en portent les stigmates. Cela n'empêche pas d'aimer, de rire, de jouir. C'est juste là, une cicatrice sur notre existence, parfois à peine visible, prête à se rouvrir lorsque la haine ou la violence reviennent, lorsque la barbarie menace. Chacun de nos parents a souffert de l'une ou l'autre des manifestations du fameux syndrome du survivant des camps que les psychiatres ont identifié dans les années 60 lorsqu'ils ont pu étudier cette question. On connaît les conséquences du trauma collectif vécu par nos parents. Dépression, anxiété, troubles cognitifs, tendance à l'isolement, au retrait, inaptitude à verbaliser les émotions, altération de l'identité, troubles du sommeil, phobie, cauchemars, sans parler des pathologies physiques. Ce Concentration Camp Syndrome, inscrit au DSM, qui est le manuel de psychiatrie américain, dresse un tableau de signes psychopathologiques et de traits de personnalité rencontrés chez un grand nombre de survivants. Il comprend des sentiments tels que ceux que je viens d'énumérer, entre autres. Tout a été réduit en miettes. Un beau jour, ils ont tout perdu. Quand ils sont revenus, il n'y avait plus rien. Ils ont construit leur nouvelle famille sur les décombres de l'ancienne. Avaient-ils peur qu'on leur enlève un jour à nouveau leurs enfants et leurs familles ? Se sont-ils empêchés de trop aimer pour ne pas avoir à subir encore l'arrachement et le deuil ? Ont-ils fait le deuil de leur vie d'avant ? Comment savoir, puisqu'ils n'en ont jamais parlé ? Ont-ils tous éprouvé la culpabilité du survivant ? Se sont-ils tous demandé pourquoi eux étaient en vie alors que tous les autres étaient morts ?
Ces gens ont été amputés, ils n'ont pas perdu leurs jambes ou leurs yeux, mais leur volonté et leur goût de vivre, écrivait Elie Wiesel. Et nous, les enfants de la deuxième génération, nous présentons souvent les mêmes symptômes que nos parents. Une fragilité, une grande vulnérabilité dans les situations de stress, un sentiment intense de culpabilité, de l'anxiété, de la dépression, des phobies et des réactions de panique. C'est ce qu'une psychanalyste israélienne, Yolanda Gampel, appelle les résidus radioactifs. En fait, on a été parentifiés. On a voulu protéger nos parents qui avaient tellement souffert. Le déracinement a ajouté au stigmate de la déportation. Beaucoup de familles ont fui leur pays natal pour s'installer dans des pays dont elles ne parlaient pas forcément la langue, dans une culture différente, avec une volonté farouche de s'assimiler et de faire de leurs enfants des citoyens irréprochables. Nos parents et nous n'avions pas la même langue maternelle. Nous, la deuxième génération, nous avons souvent un rapport particulier au corps et à la douleur. Les descendants des personnes traumatisées par l'Holocauste présentent plus de risques de développer une dépression ou un syndrome de stress post-traumatique, ce trouble anxieux sévère qui survient à la suite d'une expérience choquante. La psychanalyste Ilani Kogan accorde une place centrale à ce qu'elle appelle notre besoin de concrétisation inconscient, de recréer et de revivre les expériences parentales traumatiques et les affects dont elles s'accompagnent dans nos propres vies, comme si ceux-ci étaient les nôtres. Moi, j'adhère assez à cette idée que dans nos efforts incessants pour comprendre et aider nos parents traumatisés, avant de connaître le pouvoir apaisant et parfois thérapeutique des mots, nous avons tenté pendant notre enfance de ressentir ce qu'ils ont vécu. Quand aucune parole n'est prononcée, aucune explication donnée, et que le besoin de comprendre est impérieux, on n'a finalement d'autre choix que de rejouer dans son propre corps ce que nos parents ont vécu pour être au plus près de ce qu'ils ont ressenti. Alors parmi les enfants de la deuxième génération, beaucoup ont été anorexiques, comme moi par exemple. Et puis il a fallu se construire dans tout ça, mais comment ? Comment se construire quand on a hérité de la peur, de l'angoisse, qui est pour beaucoup d'entre nous une amie intime, quand on a ce complexe d'enfant du survivant, parfois la peur de dire qu'on est juif, la peur de l'abandon, et puis avec le retour de l'antisémitisme, la peur que ça recommence. Le moment est venu pour nous de transmettre à notre tour, à nos enfants, la troisième génération. Mais comment ? Comment transmettre à nos enfants la troisième génération qui construit sa vie et n'est pas forcément en capacité de pouvoir recevoir cet héritage ? Certains sont allés dans les camps en famille pour transmettre à leurs enfants. Moi, je n'ai pas pu. Moi, j'ai écrit un livre. C'était la première fois que je partageais mon expérience d'enfant de déporté avec d'autres femmes et d'autres hommes qui ont été élevés comme moi, avec un ou des parents revenus des camps. Grâce à eux, je me suis sentie moins seule. J'ignore quels parents nous sommes ou avons été avec nos propres enfants, la troisième génération, mais nous avons fait de notre mieux, en essayant de leur transmettre le souvenir et la mémoire sans les angoisses qui les accompagnent, puissent-ils avancer dans leur vie sans oublier et sans souffrir. Merci beaucoup, Daniel. La clarté de ton exposé montre qu'on peut surmonter la puissance des forces de destruction. Je voudrais maintenant donner la parole à François Heilbronn, professeur François Heilbronn. Il est le descendant d'Isaïe Serf-Ullmann qui sauva la vie de Louis XV en 1744. Guérison et espérance à l'été 1744, déportation et extermination de sa famille en 1944. Il est issu d'une famille terriblement massacrée, détruite pendant la Shoah. François est un chevalier de la rectitude, un noble de la confrérie de la mémoire. François, nous te donnons la parole.
Que dire après une telle introduction? Que dire? Merci Marc d'abord. Merci Marc, et puis je veux saluer Herbert, un légionnaire qui porte haut et fièrement son béret vert jusqu'au bout. Et vous avez eu la chance ce soir d'avoir le témoignage d'un rescapé, mais d'un rescapé qui a été rescapé par le courage, la lucidité et l'esprit d'entreprise, l'esprit de résistance jusqu'au bout. Vous avez eu ce témoignage, vous avez compris qu'il a perdu sa mère à Rivesaltes, il a perdu son père, assassiné dans les camps de la mort, mais il s'est battu, il s'est sauvé, mais une fois sauvé, il ne s'est pas caché, il a rejoint les forces françaises libres pour combattre jusqu'en Allemagne et après la guerre, combattre pour la France en Indochine. Vous avez devant vous un vrai héros et vous avez aussi un homme debout qui a 101 ans et qui vous a fait passer un message important ce soir. Le plus jamais ça. Le plus jamais ça, je vais y revenir, sur la montée de l'antisémitisme dans notre société, qui est un scandale absolu. Et vous, jeunes étudiantes et étudiants de Sciences Po, vous devez être un rempart contre cette nouvelle montée de l'antisémitisme qui déferle en Occident, qui déferle sur les terres mêmes de l'Europe, le plus grand cimetière de juifs au monde. Hitler a gagné la guerre. Je répète, Hitler a gagné la guerre. Comme l'a dit un de mes très bons étudiants que je vois ici au milieu de la salle, Johannes Kuhn von Burgsdorf, étudiant d'origine allemande, dans le cours que je donne ici dans ce très beau campus, sur l'History of the Jews. Là, il y a 2 semaines, Johannes a présenté un exposé remarquable sur la solution finale de la question juive en Europe. Et il a repris le discours peu connu de Hitler du 31 janvier 1939, où Hitler déclare, je n'ai pas la citation exacte, mais il déclare à peu près, si les Juifs conduisent le monde dans la guerre, les Juifs vont disparaître. Le principal but de guerre d'Hitler était de faire disparaître les Juifs d'Europe. Il a réussi. Avant-guerre, il y avait 9 millions de Juifs en Europe. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'1 million. Hitler a gagné la guerre. À vous, jeune génération, de permettre que ce dernier million de Juifs en Europe, dont 450 000 en France, soit encore là dans les décennies qui viennent. Et c'est à vous de vous lever pour que ce soit le cas. Donc merci Herbert pour ce témoignage. Merci Marc d'avoir cité les grands poètes. Et c'est très souvent les poètes, comme vous l'aurez remarqué, dans ceux que tu as cités, Paul Celan, Benjamin Fondane. Benjamin Fondane, où tu as oublié de préciser qu'il est mort à Auschwitz. Et il est mort à Auschwitz parce qu'il a voulu suivre sa sœur. Il aurait pu sortir de Drancy. Il a refusé de sortir de Drancy pour ne pas abandonner sa sœur. Tu as cité Paul Éluard, tu aurais pu citer Aragon aussi. Il y a tant de poètes. Et moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que les poètes étaient résistants et les romanciers collabos. Aragon, Éluard, Desnos. Desnos meurt en déportation. Benjamin Fondane meurt en déportation. C'est un très grand poète et tu as raison de citer Le Mal des fantômes, qui est un très grand texte. Les romanciers sont des collabos. Drieux-La Rochelle, Brasillac, Normal Fup, Gide, Morand, Chardonne, l'écrivain préféré de François Mitterrand, tous des collabos. Donc je pense que les poètes sont libres. Et je voudrais remercier Daniel Lofer pour son très beau témoignage. Et ce qui me plaît dans ce qu'a dit Youssef Alioua, votre directeur, votre formidable directeur, dans son introduction, c'est que vous avez une chance extraordinaire d'être à Sciences Po. Moi, je suis un ancien de Sciences Po, donc je passais 3 ans comme étudiant, parce qu'à l'époque, la scolarité n'était que de 3 ans, et j'y enseigne depuis 34 ans. Donc ça fait 37 ans que je suis à Sciences Po, je vais encore y rester longtemps. Ce qui est formidable à Sciences Po, c'est ce qu'on appelle justement notre socle d'humanité politique. Et notre socle d'enseignement, ce sont les humanités politiques. Et vous avez un excellent exemple ce soir. Vous avez un témoin, Herbert, mais qui est aussi un historien, comme vous l'avez remarqué. Vous avez un agrégé de littérature, mon excellent ami Marc Benveniste, qui vous parle de littérature, de poésie, mais de réflexion sur l'engagement. Vous avez une journaliste, mais en fait, vous l'avez compris, une psychologue et une sociologue qui décryptent et analysent ce qui se passe.
Et puis maintenant, il y a moi. Alors, comme j'enseigne l'histoire à Sciences Po, entre autres, mon rôle ce soir, c'était justement de jouer le rôle de l'historien. Donc, je vais parler de certains concepts. Et en fait, c'est comprendre, en prenant le titre que nous ont donné Lucienne d'Alençon, que je veux remercier, et Youssef Alioua, que je veux remercier aussi, c'est 80 ans après la Shoah, comprendre pour ne pas se tromper de combat. Il y a presque 80 ans, comme vous le savez, s'achevait la Seconde Guerre mondiale. Il y avait 80 ans exactement, en mars 1945, Anne Frank, âgée de 15 ans, mourait à Bergen-Belsen, après avoir été déportée à Auschwitz avec son père, sa mère et sa sœur, et elle meurt à Bergen-Belsen quelques jours après sa sœur Margot. Le 27 janvier 1945, date choisie pour les commémorations de la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah, je dis Shoah et non pas Holocauste, je n'aime pas ce mot, les soviétiques découvrirent le centre de mise à mort de Auschwitz-Birkenau en janvier 1945, il y a 80 ans. Je dis bien découvrir et non libération, comme on vous l'a dit dans tous les journaux, car il n'y avait pas de libération. Ils découvrirent par hasard Auschwitz. Les nazis avaient fui le 17 janvier, 10 jours avant leur arrivée. Et quand je foule avec émotion cet immense cimetière du judaïsme européen d'Auschwitz-Birkenau, où 960 000 juifs, hommes, femmes, enfants, nourrissons, vieillards, venus de toute l'Europe, dont près de 70 000 juifs venus de France, y compris 12 membres de ma famille, où ces 960 000 juifs furent assassinés sur 300 hectares. 300 hectares, c'est la taille de Monaco. C'est donc un des plus grands cimetières d'Europe, et c'est le plus grand cimetière juif d'Europe. Il faut aussi rappeler la mémoire des 20 000 tziganes, hommes, femmes et enfants, qui y furent assassinés aussi par famille entière. Et quand je suis à Auschwitz, je lève toujours mon regard vers les nuages bas et gris de ce lieu des plaines de Silésie. Et je pense alors au poème de Celan que nous aimons tous deux beaucoup, Marc, qui s'appelle Fugue de mort, qui a été écrit en allemand en 1945, et un de ses vers, « Votre fumée montera vers le ciel, vous aurez alors votre tombe dans les nuages. » Et effectivement, Georges Semprin écrit un très beau texte que tu as cité, Une tombe dans les nuages. Ces nuages au-dessus des plaines de l'Europe orientale, où des cendres de plus d'1 million de nos frères et sœurs, juifs et tziganes, sont dispersés il y a près de 80 ans. Ces nuages qui ont aussi emporté les cendres de 12 membres de ma famille gazés et brûlés. Mais depuis 2005, grâce au mémorial de la Shoah, dont Youssef a rappelé que j'étais le vice-président, nos morts, juifs déportés de France, ont un cénotaphe terrestre. Leurs noms y sont gravés dans la pierre lumineuse de Jérusalem, au cœur de Paris. Sur le mur, 75 568 noms que je vous invite à venir visiter, comme toutes nos expositions permanentes et temporaires. Plus jamais ça. Ce cri a résonné dans le monde entier après la découverte du plus grand génocide du XXe siècle, celui de l'extermination de 6 millions sur 9 millions de juifs européens. Il est gravé en plusieurs langues sur les ruines du centre de mise à mort de Treblinka. Plus jamais ça. Cette promesse a conduit à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Plus jamais ça a permis les premiers procès des génocidaires comme la définition internationale du crime contre l'humanité et de génocide. Mais revenons à ce que fut la Shoah, le génocide des Juifs, la destruction des Juifs d'Europe, la solution finale de la question juive, comme le clamaient les dirigeants nazis allemands. Comment l'Allemagne nazie et ses alliés collaborateurs ont-ils persécuté les Juifs? Et là, je vais reprendre ma casquette d'historien, parce qu'il est intéressant de comprendre le mécanisme d'un génocide, le mécanisme d'une extermination de masse. Entre 1933 et 1941, l'Allemagne nazie, ses alliés et collaborateurs ont mis en œuvre un large éventail de politiques et de mesures anti-juives. Et c'est toujours ce qui est intéressant dans la construction des processus génocidaires, c'est que ce n'est pas forcément immédiat, c'est toujours progressif. Voici les différentes mesures que vous connaissez, mais j'aimerais rappeler cette chronologie rapidement pour que vous en compreniez l'irrémédiable efficacité. Premièrement, la discrimination légale sous la forme de loi antisémite dès 1933. Deuxièmement, les diverses formes d'identification et d'exclusion publique, notamment la propagande antisémite, les boycotts des entreprises, l'humiliation publique, les marquages obligatoires, les expulsions de l'administration.
La violence organisée, dès 1938, avec l'ouverture des camps de concentration, notamment Dachau, que vous avez cité, Herbert et Marc, et la nuit de cristal, la nuit du 9 au 10 novembre 1938, où les synagogues allemandes ont été brûlées, pillées, des commerces saccagés et plus de 10 000 juifs assassinés. Le déplacement physique ensuite, les nazis ont recours à l'immigration forcée, à la réinstallation, à l'expulsion, à la déportation, à la ghettoisation, pour déplacer physiquement les individus et les communautés juives. Ensuite, l'internement. Les Juifs ont été internés dans des ghettos surpeuplés, notamment en Pologne, à Varsovie, Cracovie, Lodz. Ils ont été internés dans des camps de concentration, je dis bien de concentration, pas d'extermination encore, à Dachau ou Flossenbürg. Des camps de travail forcés où on mourait de faim, de soif, de maladie. Ensuite, il y a eu le vol et les pillages généralisés. On estime que les biens juifs volés en Europe par les nazis et leurs collaborateurs représentent 300 milliards d'euros d'aujourd'hui. Le travail forcé. Les Juifs devaient effectuer des travaux forcés au service de l'effort de guerre de l'Axe ou pour l'enrichissement des organisations nazies. Ces politiques, jusqu'en 1941, ont provoqué la mort d'1 million de Juifs. Mais avant 1941, l'assassinat systématique de tous les Juifs n'était pas encore la politique officielle nazie. À partir de 1941, cependant, les dirigeants nazis ont décidé de mettre en œuvre l'assassinat massif des Juifs d'Europe. Ils ont appelé ce plan la solution finale de la question juive. Pourquoi l'ont-ils décidé? Le savez-vous? Parce que le but d'Hitler, c'était de chasser tous les Juifs d'Europe. Pourquoi en 1941, il décide d'exterminer tous les Juifs d'Europe? Parce que personne ne veut des Juifs d'Europe. Les Anglais ont fermé la porte de la Palestine en 1939 avec le Livre blanc. Les Américains, après la conférence d'Évian de 1938, n'acceptent pas l'immigration juive, renvoient même les bateaux chargés de Juifs allemands avant la guerre qui voulaient accoster sur les rives américaines. Le monde s'est fermé aux Juifs d'Europe, le piège s'est refermé. La solution à la question juive, excusez mon allemand, cher Herbert, Endlösung der Judenfrage, des nazis était le meurtre de masse délibéré et systématique des Juifs d'Europe, décidé définitivement lors de la conférence de Wannsee dans la banlieue de Berlin le 20 janvier 1942. Dans le cadre de la solution finale, l'Allemagne nazie a commis des massacres de masse d'une ampleur sans précédent avant ou après cette époque. Il existait 2 méthodes principales de mise à mort. Vous les connaissez, mais je voudrais vous les détailler très rapidement. Les fusillades de masse et les chambres à gaz. La première méthode était la fusillade de masse. Les unités allemandes ont procédé à des fusillades de masse à la périphérie des villages, des villes et des cités dans toute l'Europe de l'Est. Après l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne en juin 1941, les unités allemandes ont commencé à procéder à des fusillades de masse contre les Juifs locaux. Ces massacres étaient souvent perpétrés en plein jour, au vu et aussi des habitants, comme l'a très bien montré mon ami le père Patrick Desbois dans son enquête sur ce qu'on a appelé la Shoah par balle, ce que lui a appelé la Shoah par balle à juste titre, en Ukraine, en Russie et en Pologne. Plus de 1500 villes et villages d'Europe de l'Est ont été massacrés entièrement. Les Allemands ont également procédé à des fusillades de masse sur les sites d'exécution en Europe de l'Est occupés, situés à proximité des villes, comme Babi Yar, par exemple. Les unités allemandes ont perpétré des fusillades de masse en Europe de l'Est. C'était les Einsatzgruppen, des unités spéciales des forces SS, mais aussi les bataillons de police et les unités de l'armée allemande régulière de la Wehrmacht. Ils ont été aidés en cela par les Ukrainiens, les Polonais, les Roumains, les Lituaniens. Près de 2 millions de Juifs ont été assassinés dans des fusillades de masse ou dans des fourgons à gaz dans les territoires pris aux forces soviétiques. Voyant la complexité de ce système, voyant aussi les dégâts psychologiques que ça créait au sein des troupes allemandes, ils ont décidé de passer à une méthode industrielle d'extermination que vous connaissez, l'asphyxie au gaz toxique, qu'a rappelé Marc dans ses propos et dans ses citations, par le gaz toxique Zyklon B. Les opérations de gazage ont été menées dans 5 centres de mise à mort dont vous devez tous connaître les noms, dans une prière juive qui s'appelle El Malé Haramim, qui est la prière pour le souvenir des morts. On prononce le nom de ces 5 camps d'extermination, Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka et Auschwitz-Birkenau. Les Juifs de tous âges
Du nourrisson au vieillard ont été transportés par train dans des wagons de marchandises depuis toute l'Europe, depuis Perpignan, depuis Bayonne, depuis Salonique, depuis Patros en Grèce, depuis Amsterdam, depuis Rotterdam, depuis Hambourg, depuis Drancy, cher Herbert, depuis le camp des Milles que vous avez visité. Transportés dans des wagons à bestiaux, comme l'a très bien raconté Georges Semprin dans un livre que je vous recommande de lire, Le Grand Voyage. Près de 90% des Juifs déportés vers ces 5 centres de mise à mort ont été gazés presque immédiatement à leur arrivée. Ils n'ont pas vu le camp. Ils sont allés directement à la chambre à gaz. Certains ont été sélectionnés pour travailler dans le camp, notamment dans les Sonderkommando, qui étaient les prisonniers juifs qui devaient sortir les Juifs gazés des chambres à gaz et les jeter dans les fours crématoires ou les enterrer. Tous les membres des Sonderkommando étaient tous massacrés dans les 6 semaines qui suivaient leur arrivée au camp. Les Sonderkommando se sont rebellés, notamment à Sobibor, à Auschwitz-Birkenau, ils ont été des héros. Et je voudrais aussi rappeler, comme Herbert, parce que c'est quelque chose qui est assez peu dit, où il y a des images d'Épinal liées à une vision un peu trop chrétienne de l'histoire juive, c'est que les Juifs, soi-disant, ont été menés à la mort comme des moutons à l'abattoir. C'est une erreur totale. 1,5 million de Juifs sur 15 millions de Juifs dans le monde ont combattu les armes à la main dans toutes les armées alliées, dans tous les maquis, dans tous les ghettos. Herbert en est un exemple vivant. Dans ma famille, par exemple, il y avait 7 hommes en âge de combattre. 6 ont combattu les armes à la main, 3 sont morts au combat. C'est le cas de toutes les familles juives. Le père de Daniel Lofer était dans la 2e DB. Dans toutes nos familles, on s'est battu. Et si les Juifs ont été assassinés en si grand nombre, c'est parce qu'il y avait une machine d'extermination nazie très efficace. Il y avait la collaboration très active de certains pays, dont l'administration française, l'État français, de Pétain, Laval et Bousquet, et il y avait la lâcheté du plus grand nombre. Il y a eu heureusement des traces de lumière, et vous le savez, les justes parmi les nations. Ils sont 30 000 en Europe à avoir, au risque de leur vie, sauvé des Juifs, dont 4 000 en France, et on est le 2e pays avec le plus de justes parmi les nations après la Pologne. Pour revenir à ces camps d'extermination, 2,7 millions d'hommes, femmes, enfants ont été assassinés dans les 5 centres de mise à mort allemands. Après la découverte, et je terminerai par là, de l'étendue des massacres systématiques des Juifs en Europe et de la destruction des communautés, des familles entières, le terme de génocide fut créé. Pour vous expliquer de manière précise et imagée ce qu'est un génocide, c'est la volonté de faire disparaître un peuple totalement. Je dis bien totalement. La première cible doit donc être les enfants, pour être sûr que ce peuple ne renaîtra pas. Ainsi, sur 1 million d'enfants juifs polonais de moins de 15 ans avant-guerre, je dis bien 1 million d'enfants juifs polonais de moins de 15 ans avant-guerre, savez-vous combien d'enfants juifs ont survécu à la guerre en Pologne? Sur 1 million. Et je demanderai à mes étudiants qui sont dans la salle et avec qui on a traité ce thème il y a 15 jours de ne pas répondre, donc, parce qu'ils savent la réponse. À votre avis, quel pourcentage sur 1 million? 10%, 2%, moins de 1, qui a dit moins de 1? Bravo, c'est 1 pour 1000. Sur 1 million d'enfants juifs polonais de moins de 15 ans avant-guerre, 10 000 ont survécu. Vous aviez 14 ans, 12 ans, 11 ans en Pologne en 1939, vous étiez juif, vous aviez une chance sur 1000 de survivre. Ainsi, en Pologne, plus de 3 millions de juifs polonais ont été assassinés, soit plus de 90% des juifs polonais. En Lituanie, Grèce, Slovaquie, Yougoslavie, Pays-Bas, plus de 70% des juifs furent assassinés entre 1941 et 1945. C'est ça un génocide. Quand et comment ce terme de génocide est-il apparu? Il apparaît sous la plume d'un juriste juif polonais, Raphaël Lemkin, dans son livre « Axis Rule in Occupied Europe in 1943 ». Déjà marqué par les assassinats de masse des Arméniens pendant la Première Guerre mondiale, où 1,5 million d'Arméniens furent massacrés par les armées turques, il souhaite forger un néologisme composé du grec « génos » pour race et du suffixe latin « cid » signifiant « tuer », pour décrire les politiques nazies de mœurs systématiques des Juifs et des Tziganes. 200 000 Tziganes furent aussi assassinés par les nazis. Ces travaux conduisirent à la notion juridique définie en 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies
dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Selon cette convention, que vous devez connaître, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes commis dans l'intention de détruire, c'est ça qui est important, ou tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. L'important, c'est l'intention de détruire systématiquement un groupe humain. Et aujourd'hui, qu'en est-il ? La Convention de 1948 est aujourd'hui ratifiée par 153 États. Une partie d'entre eux a intégré le crime de génocide à leur droit interne, comme la France en 1994. Depuis 1948, 2 juridictions spéciales, constituées sous l'égide de l'ONU, ont prononcé des condamnations pour crimes de génocide. Le Tribunal pénal international pour le Rwanda entre 1994 et 2015, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie entre 1993 et 2017. Depuis 1998, la Cour pénale internationale est la seule cour internationale permanente ayant compétence pour poursuivre les responsables de crimes de génocide. Mais est-ce que tout meurtre de masse est un génocide ? La définition retenue par la Convention de 1948 s'appuie sur des critères spécifiques. Quant à la nature du groupe cible, les massacres commis sur des critères politiques et sociaux sont exclus de cette définition juridique. Par exemple, les massacres de masse commis par les Khmers rouges contre leur propre peuple au Cambodge, entre 1,5 et 2 millions de morts, soit 20% de la population cambodgienne, sont considérés comme un crime contre l'humanité, mais pas un génocide. On peut considérer que c'est un sociocide ou un politicide, parce que ceux qui ont été ciblés, c'était en fonction de leur caste sociale ou leur opinion politique. Si on me dit, ou si on vous dit, contester un meurtre de masse, la qualification de génocide revient à en réduire la gravité. C'est faux. Le terme génocide est une notion juridique fondée sur les critères précis, qui ne recouvre pas de dimension morale. Si dans les faits, ce terme ayant acquis une forte portée symbolique est abusivement utilisé afin de marquer les esprits, les motivations qui ont conduit à sa création n'étaient pas de créer une hiérarchie entre les crimes, mais d'établir la spécificité de certains crimes dans le domaine du droit. Vous êtes à Sciences Po, vous devez connaître le droit. Le plus jamais ça a conduit à la création de la Cour internationale de justice et des tribunaux pénaux internationaux. Le plus jamais ça a provoqué la rénovation des institutions internationales qui avaient failli. Le plus jamais ça a favorisé la reconnaissance internationale tant entendue depuis des siècles et tant espérée du droit à l'autodétermination du peuple juif et son droit souverain à reconstituer enfin un État sur la terre d'Israël après 18 siècles de domination par des puissances étrangères. Et pourtant, il y eut, malgré cette promesse faite au monde du plus jamais ça ou du never again, il y eut le génocide des Tutsis au Rwanda au printemps 1994 où en moins de 3 mois, près d'1 million de Tutsis, hommes, femmes et enfants ont été massacrés par leurs voisins les Hutus. Ce fut ce qu'on appelle un génocide de voisins. Appliquer le terme de génocide à tout conflit armé où il y a, hélas, toujours dans les guerres modernes, depuis plus de 100 ans, de nombreuses victimes civiles, est impropre, dénature le droit international, mais surtout relativise la portée des exterminations de masse et des génocides des Herero et des Nama en Namibie par les Allemands en 1905, des Arméniens dans l'Empire ottoman en 1915, des Juifs et des Tziganes en Europe entre 1940 et 1945, des Tutsis au Rwanda en 1994. Appliquer l'accusation de génocide à n'importe quel conflit armé, c'est faire œuvre de négationnisme historique, politique et juridique. C'est comme traiter tout opposant dans une discussion ou un débat un peu enflammé sur les réseaux sociaux de fasciste ou de nazi. Vous le connaissez, c'est la réduction ad Hitlerum, expression que nous devons au philosophe Léo Strauss, qui l'utilise pour la première fois en 1953, et désignant sous sa forme de l'oculation latine ce procédé rhétorique consistant à disqualifier les arguments d'un adversaire en les associant aux nazis et à Hitler. Ce procédé minimise les crimes de Hitler et dénature le débat politique et obscurcit les esprits, pouvant provoquer des actes de violence extrêmes, comme l'explosion des actes antisémites dans le monde depuis les massacres du 7 octobre 2023, massacre de civils juifs en Israël par les terroristes du Hamas palestinien, l'ont démontré. Nous pouvons débattre de tout, et à Sciences Po, nous débattons de tout. Mais la réduction ad genocida, si vous me le permettez, est une insulte à la mémoire de toutes les victimes des grands génocides, un appel à la violence contre des groupes religieux ou ethniques,
et dénature la force de certains combats légitimes. Je vous remercie. Merci François. L'autorité et la fermeté de ta pensée ont pour socle la fidélité aux tiens qui ne sont plus, et le refus de laisser s'échapper le souvenir te conduit à la bonne mémoire. Avant de vous laisser la parole, je voudrais vous dire que le docteur Jacques Fredge, qui évolue justement dans ce milieu du souvenir, nous a donné un conseil. Aujourd'hui, nous devons être performants dans la transmission de la mémoire. C'est pour ça que nous étions ici. Je vais maintenant vous céder la parole et laisser libre cours à vos questions qui sont les bienvenues. C'est à vous. Merci. Merci. Écoutez, je pense qu'on est tous unanimes ici à être admiratifs par la qualité des intervenants. Et je voudrais en premier chef remercier Youssef Alaoua d'avoir permis ce genre de rencontre, ce genre d'intervention, car il y a quelques mois, on n'aurait pas imaginé cela possible. Je pense à l'instar de ce qui se passe en Angleterre ou ailleurs. Et donc, je tire vraiment mon chapeau à Youssef Alaoua pour cette ouverture qui nous permet. Et je me permets de dire que le campus de Menton mérite et méritera encore plus sa dénomination de campus de la paix. Merci beaucoup. S'il vous plaît, quand on est grands-parents, vous avez intitulé la conférence « Transmettre la Shoah 80 ans après ». Quand on est grands-parents d'enfants de 13-14 ans, le cours qui est fait au collège, c'est rien du tout. Comment on transmet? Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on leur raconte? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Je souhaiterais répondre, et là je répondrai avec ma casquette de vice-président du Mémorial de la Shoah. Il est assez dur d'en parler dans les familles, et je pense que 13-14 ans, c'est peut-être un peu jeune. Ça, c'est mon expérience des visites des scolaires au Mémorial de la Shoah. On ne comprend pas tout à 13-14 ans. Oui, alors ils ont plus 14-15 ans. Et les troisièmes, ça va. Alors, ce qui est important, c'est de leur faire découvrir cela progressivement. Par exemple, mon ami Herbert Robbe m'a donné ce livre. Je le remercie. C'est sa vie. C'est sa vie dans un roman graphique. C'est une première ouverture. Il faut les faire découvrir l'histoire de la Shoah par des romans. Il y a des romans dits pour enfants, par exemple Un sac de billes de Joseph Joffo est un très bon roman qu'on peut lire et qui en plus n'est pas totalement noir. Ça peut être progressif. L'autre chose, et ça je vous annonce une bonne nouvelle pour ceux qui ne le savent pas encore, le Mémorial de la Shoah va ouvrir un musée mémorial de la Shoah à Nice dans 2 ans. Et il y aura une exposition permanente sur 300 mètres carrés, encadrée par nos formateurs et médiateurs qui seront un parcours scolaire didactif. Et c'est très important de le faire de cette manière. D'autre part, dans la région, vous avez un endroit absolument extraordinaire, qu'hélas Herbert a bien connu, mais comme interné, c'est le camp des Milles, où Alain Chouraki a fait un travail extraordinaire de muséographie et de compréhension. Donc c'est sur ces lieux qu'il faut aller pour les introduire progressivement à ces histoires. Et puis, si dans vos familles, vous avez des témoignages, et puis j'imagine que vous êtes grand-mère, il faut raconter. Il faut raconter parce que la parole d'une grand-mère, c'est celle qui reste. Justement, le roman que Youssef et Marc ont évoqué, que j'ai écrit, je l'ai écrit en hommage à ma grand-mère et c'est à lui qu'il est dédicacé parce que c'est elle qui m'a transmis cette mémoire-là. Et donc, votre mémoire, vous devez la transmettre parce que, comme vous le savez, dans la tradition juive, mais qui devrait être une tradition de toute l'humanité, tu l'enseigneras à tes enfants pour qu'ils l'enseignent à ses enfants.
Je voudrais ajouter à ce qu'a dit François, et lui ne peut pas le dire, mais moi je veux le dire, qu'il y a un excellent livre, qui est un très très beau roman, d'Ariane Bois, qui s'intitule « Ce pays qu'on appelle vivre », et qui parle du camp des 1000 d'une manière merveilleuse, en mêlant des personnages de fiction et des personnages réels, et qui évoque le premier juste américain, Varian Fry, qui, dans des conditions d'intelligence absolument prodigieuses, a su sauver des Juifs. C'est aussi une histoire d'amour, c'est comme dans le roman, c'est comme dans le journal d'Anne Frank, il y a des sentiments humains. Et ce pays qu'on appelle vivre est un ouvrage absolument remarquable, où l'émotion affleure en même temps que la précision. Ça permet de comprendre ce qu'a été, ici, sur un territoire qui est assez proche du nôtre, un camp de concentration. Merci. Oui, voilà. Je voulais juste dire juste un mot pour vous signifier à quel point je suis troublé de voir que, aujourd'hui, on est encore en train de débattre sur qu'est-ce que l'antisémitisme, pourquoi, quelles sont ses racines, d'où ça vient. Alors aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Quelle est, selon vous, la nouvelle forme d'antisémitisme et qui la représente aujourd'hui, de manière très claire? Est-ce que vous pouvez nous dire quel est aujourd'hui le visage du nouveau nazisme? Et je voulais remercier, bien entendu, pour être en accord aussi avec toute la communauté juive qui est présente aujourd'hui un peu en nombre, Youssef, de permettre justement d'avoir ce genre de débat, d'avoir ce genre de lumière qui s'inscrit dans un monde parfois très très obscur. Voilà. Merci à vous en tout cas. François, si tu veux bien. Alors, je prends ma casquette de prof ici. Alors, je suis désolé pour mes étudiants parce qu'on a passé 2 heures il y a 15 jours sur ce sujet. C'est 2000 ans d'histoire de l'antisémitisme. C'est une histoire intéressante. C'est vraiment une histoire qu'il faut étudier. Et sur 2000 ans, pas justement au gré de l'actualité. Ce qui est frappant dans l'antisémitisme, c'est ce que je disais à mes étudiants il y a 15 jours, c'est que c'est une superbe pâtisserie. Moi, il y a un gâteau que j'adore, c'est le millefeuille. Et l'antisémitisme, c'est un formidable millefeuille. C'est-à-dire qu'on rajoute des couches, mais on n'enlève jamais la couche du dessous. Et donc, on est parti avec mes étudiants de l'antijudaïsme antique, l'antijudaïsme chrétien, l'antijudaïsme musulman, l'apparition au XIXe siècle, parce que c'est apparu qu'à ce moment-là, de l'antisémitisme politique, culturel, social, à la fin du XIXe siècle, de l'antisémitisme racial, qui a eu son paroxysme avec le nazisme, mais évidemment, il ne s'est pas arrêté là. Et ce qui est frappant à chaque fois, si vous regardez l'antisémitisme racial des nazis, ils font référence à l'antijudaïsme chrétien, ils font référence à énormément de clichés du Moyen-Âge. Ce n'est pas les nazis, comme beaucoup des élèves qui viennent au mémorial de la Shoah-Croix, ce n'est pas les nazis qui ont inventé l'étoile jaune. C'est un pape, Urbain IV, qui a inventé la rouelle, et c'est un roi de France, Saint-Louis, le bon Saint-Louis, qui a imposé la rouelle aux Juifs de son royaume. Et donc c'est un millefeuille où chaque génération construit un nouvel antisémitisme, mais n'oublie pas l'ancien. Et pour répondre précisément à votre question, depuis la Seconde Guerre mondiale, la propagande soviétique, poussée par le KGB pour des raisons géopolitiques, a développé à partir des années 50 l'antisionisme. L'antisionisme n'est pas une nouveauté, c'est une nouvelle forme d'antisémitisme. Et Yankelevitch, que tu as cité, en parlait en 1965. En disant que c'est la permission d'être démocratiquement antisémite. Il disait ça en 1965, on est 60 ans plus tard. L'antisionisme est une des nouvelles formes d'antisémitisme. L'islamisme radical plongeant ses racines dans les frères musulmans et dans l'idéologie des années 30
qui était nourri par le nazisme, l'islamisme radical mélangé à certaines sourates du Coran, mais seulement certaines sourates du Coran qui sont violemment antisémites, a repris cette terminologie-là. L'extrême droite est toujours antisémite. Il ne faut pas se leurrer la face. 50% des électeurs de Marine Le Pen sont antisémites. Regardez les études de l'excellent professeur à Sciences Po, Dominique Régnier, dans son baromètre qu'il publie tous les 2 ans, qu'il a publié en octobre 24, là, le dernier, formidable. 50% des électeurs de Marine Le Pen sont antisémites. Mais il y a aussi une nouvelle forme, mais pas totalement nouvelle, c'est l'antisémitisme d'extrême gauche. Jules Guesde était un antisémite, si on remonte au XIXe siècle. Doriot était un antisémite, militant communiste. Déa était un antisémite, militant socialiste. L'antisémitisme de gauche et d'extrême gauche a toujours existé. Et depuis 10 ans, je dis bien 10 ans, 2014, sous la poussée de Jean-Luc Mélenchon, LFI est devenu un parti antisémite qui porte une parole antisémite en France et qui présente un vrai danger pour les Juifs français. Je voudrais juste conclure par un exemple très précis. Le ministère de l'Intérieur relève tous les actes antisémites et racistes commis en France. 70% des actes racistes en France sont des actes antisémites. 70%, pourtant les Juifs représentent 0,6% de la population française. L'année dernière, en 2024, il y a eu 1600 actes antisémites, c'est-à-dire 3 actes antisémites par jour. Et je comprends l'inquiétude d'Herbert. Herbert qui a lutté les armes à la main contre le nazisme. Le pic des actes antisémites en France l'année dernière, c'était au mois de mai et de juin 2024. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai et de juin 2024, analysé par Dominique Régnier, professeur de sciences politiques à Sciences Po? Il y a eu la campagne des européennes, où la France insoumise, sciemment, dans un combat politique sordide, a instrumentalisé le conflit entre Israël et le Hamas à Gaza pour porter la fausse accusation de génocide contre les Israéliens, radicaliser la population. Quand vous accusez Israël de génocide, quand vous dites que le CRIF, le Conseil représentatif des étudiants juifs de France, qui représente toutes les associations juives en France, est complice du génocide, quand vous dites génocide à Gaza, Sciences Po complice, comme je l'ai entendu sur le campus de Sciences Po Paris, comme sur le campus de Sciences Po Menton, de la part des étudiants d'extrême gauche, et que vous accusez tout juif d'être un sioniste et tout sioniste d'être un complice de génocide, vous appelez à la violence physique contre les juifs. Donc il faut être tout à fait clair sur ça. L'accusation de génocide est dramatique, et c'est pour ça que j'ai essayé de la déconstruire. C'est comme l'accusation de déicide qui a trop souvent frappé le peuple juif pendant 18 siècles. Merci. C'est une question, pardonnez-moi, mais c'est une question qui s'adresse encore une fois à Monsieur le Professeur. Monsieur le Professeur, est-ce que vous pourriez nous dire si l'enseignement de l'histoire est de nature à éviter ou contribuer à éviter ces atrocités que vous nous avez décrites tout à l'heure? C'est la première question. Et la seconde, est-ce que l'histoire, telle qu'elle est enseignée à l'heure actuelle en France, dans notre pays, est de nature à contribuer précisément à éviter le renouvellement de telles atrocités? Alors, vaste question, mais je pense que je ne devrais pas être le seul à répondre. Je vais commencer peut-être à répondre, mais j'aimerais bien que Daniel, Herbert et Marc répondent, parce que c'est vraiment une question. Alors, poser à une prof la question de savoir si l'enseignement est utile, vous avez la réponse. Si je continue d'enseigner, c'est que je crois vraiment à la vertu de l'enseignement. Et ce n'est pas seulement une croyance subjective, c'est aussi une croyance ancrée dans la réalité. Aussi, en tant que vice-président du mémorial de la Shoah, je voudrais vous dire qu'on accueille 160 000 collégiens et lycéens par an, on forme 6 000 professeurs par an. Alors 160 000, c'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup, parce qu'il y a 800 000 élèves par classe d'âge, donc on touche 20% d'une classe d'âge. Mais ce que je vois, c'est que tous les élèves qui passent par les formations du mémorial, les visites des expositions, pour certains le voyage à Auschwitz, reviennent transformés.
Ils peuvent avoir leurs aigreurs, leurs fantasmes, leurs préjugés, leur haine, mais ils reviennent transformés. Donc l'enseignement de l'histoire de la Shoah est une chose. L'autre chose, et c'est ce que j'ai développé comme cours aussi bien à Sciences Po Paris qu'à Sciences Po Menton, c'est qu'il faut aussi raconter l'histoire positive des Juifs. Parce que l'histoire doloriste, l'histoire mémorielle, ne donne qu'un aspect de l'histoire des Juifs. Le judaïsme est une religion formidable, empreinte de morale et d'humanisme qu'il faut enseigner. L'histoire des Juifs dans leur culture, leur tradition, leur courage, leur résilience, c'est une histoire extraordinaire à raconter. C'est un des rares peuples de l'Antiquité à avoir survécu avec la même langue, les mêmes traditions, la même religion. C'est un des rares peuples. Les Grecs, les Romains, les Perses, les Égyptiens ont survécu, mais pas avec leur tradition antique. Ce miracle de la survie du peuple juif, d'ailleurs, a été étudié par nos plus grands écrivains, de Pascal à Bossuet, à Chateaubriand et Lamartine. Donc il faut enseigner cette histoire-là. Par exemple, je vous donne juste une anecdote, et je demanderai à mes étudiants de ne pas répondre. Pouvez-vous me citer le chef d'État français qui, le premier, a nommé un ambassadeur de France juif? En quelle année? Et qui était ce chef d'État? Des réponses? Vous dites? Pas mal du tout, on a un champion. C'est pas Pépin le Bref, c'est son fils. Charlemagne. Bravo, monsieur. Parce que généralement, j'ai Napoléon III, Léon Blum ou Pierre Mendès France. Non, c'est Charlemagne en 797. Charlemagne était très intelligent. C'est un empereur carolingien qui régnait sur la France et l'Allemagne et le nord de l'Italie. Et en 797, il décide de négocier avec Rachid El Harout, calife de Bagdad. Il veut une trêve, il veut arrêter de persécuter les musulmans en Occident et il veut que Rachid El Harout arrête de persécuter les chrétiens en Orient. Il veut envoyer un ambassadeur négocier, mais il regarde ses chevaliers, alcooliques, abrutis, sachant à peine lire et écrire, connaissant 3 mots de latin et 2 mots de patois. Il se dit, ça ne va pas faire l'affaire. Donc il va choisir le plus érudit juif de Narbonne, Isaac le Juif de Narbonne, qui connaît les routes pour l'Orient, qui parle hébreu, mais qui parle aussi arabe, et il va envoyer Isaac le Juif négocier avec Rachid El Harout. Il va voguer pendant 2 ans, il va traverser les mers, et puis il va passer les comptoirs, il va arriver à Jérusalem, puis il va arriver à Bagdad. Il va offrir à Rachid El Harout une meute de chiens et des chevaux de course. Rachid El Harout est très, très heureux, accepte la trêve et donne comme présent à Charlemagne un éléphant blanc d'Inde. Et le pauvre Isaac, il revient avec son éléphant blanc. Ça dure 3 ans. Et il arrive à Aix-la-Chapelle, et cet éléphant blanc s'appelle Abou Abbas, et va faire la gaieté de la cour de Charlemagne à Aix-la-Chapelle pendant 8 ans, avant de mourir de froid, évidemment. Quand vous racontez cette histoire truculente, qu'est-ce que vous dites? Les Juifs sont là depuis toujours. Les Juifs en France sont là depuis 2000 ans. Et les Juifs de Provence sont là depuis 2000 ans, comme vous le savez. Et les Juifs ont eu un rôle dans l'histoire de France absolument crucial. Et pour revenir à votre question, dans l'enseignement de l'histoire des Juifs en France, dans le récit national, parfois on parle des persécutions des Juifs pendant les croisades, on parle toujours de l'affaire Dreyfus, et on parle de la Shoah. On parle de 3 persécutions, et non pas de l'histoire positive. On ne parle pas des 7 premiers ministres ou présidents du Conseil juif. On ne parle pas des 10 Juifs prix Nobel, 10 Juifs français prix Nobel parmi les 65 prix Nobel. On ne parle pas des 5 Juifs rentrés au Panthéon. On ne parle pas, n'est-ce pas, chers élèves, du général Marc Wolf, qui gagne ses galons de général quand il défend les troupes napoléoniennes sur la Bérésina pendant la retraite de Russie. Et donc il faut raconter ces histoires positives parce que ça change le regard des autres sur les Juifs, et c'est les Juifs dans leur histoire et dans leur ancrage. Je vous remercie. Je voudrais compléter la réponse de François par 2 anecdotes. J'étais en terminale au moment où la série Holocauste est sortie. Notre professeur d'histoire nous avait demandé de regarder cette série. Après le premier épisode, il nous a demandé ce que nous en pensions. Une de mes camarades a dit moi, ce que j'ai compris de toute cette affaire, c'est que au fond, tout est de la faute des Juifs. Alors le professeur d'histoire, qui s'appelait Marx, lui dit mais si c'est pour ça, je crois qu'il vaut mieux ne pas regarder.
Il nous a donné un cours sur ce qu'était l'enseignement de la Shoah tel que lui le concevait, qui n'était pas encore opérant en cette fin des années 70. Et puis après, je suis allé en fac de droit. Et là, j'avais comme professeur de droit constitutionnel, comme chargé de cours plus exactement, un monsieur qui s'appelle Bruno Gollnisch, et qui à chaque cours nous disait, bien que ce ne fût absolument pas le sujet, il y a eu des juifs morts pendant la guerre, mais beaucoup moins qu'on le dit. Eh bien, c'est cette élève, qui était elle-même d'origine polonaise, qui est intervenue en cours pour lui dire « ce que vous dites est faux ». Cet élève qui avait contesté la présence des Juifs et considéré que la Shoah était la faute des Juifs, qui a dit à Bruno Gollnisch « écoutez, maintenant, arrêtez. C'est faux parce que moi aussi je pensais comme vous, moi aussi je disais comme vous. Mais notre professeur qui s'appelait Marx, alors là, Gollnisch a bondi, nous a expliqué ce que c'est. Et il y a eu beaucoup plus de Juifs morts que vous le pensez. Et vous voyez, entre ces deux lignes, il y a quelques mois, il y a la transformation d'une élève, d'un être humain, qui, d'antisémite familial, devient, au fond, philosémite. Et s'il y a de l'antisémitisme aujourd'hui, il y a aussi, vous en êtes la preuve, un authentique philosémitisme. Et c'est ça la République. L'article 1, alinéa 1 de la République rappelle que la France respecte toutes les confessions. Le creuset qu'est la République passe par l'enseignement, et c'est au fond ce qui est essentiel. Merci. Je crois qu'il y a une question de maître Philippe Samac. Est-ce que Herbert ou Daniel voudraient répondre sur l'importance de l'enseignement? Herbert, sur l'importance de raconter l'histoire pour qu'elle ne se renouvelle pas. J'ai un fils enseignant. Enfin, il était enseignant, il ne l'est plus depuis un an, en collège. Et j'étais aussi une fois dans son établissement pour raconter mon histoire. Mon fils m'a dit la chose suivante. Papa, je n'ai pas le temps pour en parler. Le peu de temps que nous avons pour évoquer la Deuxième Guerre mondiale et tout ce qui s'entoure ne nous permet pas d'approfondir parce que nous n'arrivons pas à intéresser les jeunes en l'espace de quelques minutes sur des histoires telles que la Shoah. Lorsque je suis intervenu, moi, en racontant mon histoire, je me souviens très bien que vers la fin, j'avais l'échange avec les élèves, ils m'ont posé des questions, j'ai répondu, et je leur ai fait surtout comprendre qu'il y avait évidemment parmi les élèves des noirs, des gris, des blancs, des jaunes, de tout ce que vous voulez, et je leur ai expliqué qu'entre eux, ils étaient tous des humains. Et entre humains, on est de la même, non pas sorte, on est tous de la même race, de la race humaine. Et je leur ai donné quelques exemples, etc. Et j'ai compris qu'en m'expliquant de cette façon, vis-à-vis de jeunes qui étaient tous d'origine différente, ils ont compris. La preuve, c'est que, enfin, je ne peux pas vous raconter tout ce que je leur ai dit à eux, c'était très long, mais la preuve qu'ils ont compris, c'est que, quelque temps après, j'ai reçu un paquet de lettres où chaque élève m'a dit ce qu'il avait pensé de mon intervention. Et ce n'est pas la seule fois que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé également dans les quartiers nord de Marseille, qui sont très connus, n'est-ce pas, où j'avais été invité par une enseignante qui s'occupait de jeunes, je ne me rappelle plus exactement comment on dit, qui essayent de revenir à l'étude, qui avaient quitté l'établissement en seconde ou en première, qui n'ont pas fait la bac, mais qui essaient de revenir. Et donc j'avais en face de moi là également des jeunes, mais vraiment perdus. Et je leur ai fait le même discours. Et également eux, ils m'ont envoyé des lettres pour me dire « Monsieur, merci, on a compris ce que vous avez voulu dire ». Je pense que cette action que nous sommes encore quelques-uns à faire
en parlant de notre parcours personnel, bien évidemment. Nous sommes, voilà, quand j'ai en face de moi des jeunes, je sais parmi eux, 20, 25, 30, il y en a 2, 3, 4 qui vraiment ont compris et qui vont transmettre, j'ai dit, je fais mon boulot. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En fait, vous avez raison. Moi, je pense que à côté de l'histoire qui est enseignée par les profs d'histoire, il y a l'histoire qui est incarnée, il y a les témoignages. Et je pense que les jeunes sont extrêmement sensibles à ça. Il m'arrive de parler dans des lycées, dans des collèges, et je me rends compte chaque fois que ça trouve un écho dans leur propre histoire. On arrive toujours à leur... on arrive toujours à les rattraper comme ça, à leur faire passer des choses. Je pense qu'il y a l'identification, l'émotion qu'on peut susciter, l'intérêt. Il faut que ça soit incarné, en plus de l'enseignement théorique, classique. C'est pour ça que je trouve extrêmement important que des gens comme vous aillent dans les classes. Et je pense que maintenant, c'est sans doute à notre génération de faire le travail. C'est fondamental. Je commence, ok. J'ai une question pour Monsieur Traube. Comme Autrichien, j'étais choqué quand j'ai vu des derniers résultats des élections en Autriche. J'étais pas vraiment surpris, mais j'étais choqué. Je ne sais pas si vous suivez des nouvelles politiques en Autriche. Si oui, que pensez-vous des récents développements politiques en Autriche? Excusez-moi, je dois avouer que mes oreilles ont le même âge que moi et que je ne comprends pas très bien. Si quelqu'un veut bien me dire ce qui va être dit. La montée de l'extrême droite en Autriche, qu'est-ce que vous en pensez? Je n'en pense pas bien, bien évidemment. Vous savez, l'extrême droite a toujours existé, existera toujours. Il n'y a rien à dire. En Autriche, comme ailleurs, l'extrême droite, c'est une minorité agissante. Et cette minorité agissante a plus de poids que la totalité de la population, ou mettons la majorité non agissante, pardon. J'allais très souvent en Autriche. Je connais assez bien l'Autriche. Je sais que parmi les jeunes Autrichiens, une grande majorité sont des démocrates et demandent à vivre en paix dans la République. Mais il y a une minorité que j'appelle agissante qui pousse dans le sens contraire. Actuellement, vous le savez évidemment aussi bien que moi, il y a les dernières élections ont mis en avant de l'extrême droite, évidemment, un parti d'extrême droite qui n'a pas réussi à faire un gouvernement. Donc, les futurs gouvernements autrichiens, ce serait un gouvernement de coalition sans l'extrême droite. Et j'espère, tout au moins, tout ce que je peux avoir comme espoir, que ce gouvernement pourra travailler. Mais l'influence en Europe et partout de l'extrême droite devient de plus en plus forte, plus agissante, parce qu'ils ont des gens qui parlent fort et qui évoquent les difficultés de vivre comme étant dues à ceux qui ne sont pas de l'extrême droite. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais je crois que vous avez compris ce que je veux dire. Cette minorité agissante d'extrême droite qui est partout en Europe est le grand danger contre la démocratie, contre la République. Je crois que c'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Et ça sera malheureusement la dernière question. Bonsoir et merci pour cette soirée, je ne peux pas dire merveilleuse, mais en tout cas extraordinaire. En parlant
devoir de transmission, je voudrais particulièrement porter un hommage à une dame que vous connaissez, Monsieur Traub, Madame Jourdan, qui pendant 45 ans a été dans les écoles, que nous avons accompagnées d'ailleurs, pour éduquer les jeunes. Et je crois que c'est très important. Parce qu'il y a toutes sortes de réactions. Il y a des réactions extrêmement violentes, mais il y a également des réactions surprenantes. Et surtout après les séances. Donc je crois que je suis également fille de déportés. Donc pour moi, c'est extrêmement important de continuer et de parler avec ces jeunes, de dialoguer. Bien sûr, à un petit niveau, mais peut-être qu'en ajoutant des petites pierres l'une à côté de l'autre, on arrivera à quelque chose de plus important. Ceci dit, Madame Laufer, étant également fille de déportés, je vous ai écouté et j'étais étonnée, mais je réalise combien chaque cas est différent. Vous avez parlé de l'indifférence ou plutôt du manque d'amour que vous avez ressenti. Moi, ça a été le contraire. J'ai eu énormément d'amour de mes parents et plus quelque chose qui m'a beaucoup choquée, quand ma sœur est arrivée à l'âge de choisir sa langue étrangère, mes parents lui ont dit « mais tu dois apprendre l'allemand ». Et j'étais là, j'étais vraiment très choquée. Je dis « mais comment est-ce possible après avoir été à Auschwitz, perdu un premier enfant, toute la famille, comment est-ce possible que mon père dise ça à ma sœur ?» Eh bien, il a dit non, parce qu'avant Hitler, il y avait Goethe, il y avait Schiller, et c'était de très très grands écrivains. Et il faut apprendre de ces gens-là. Personnellement, j'ai choisi l'espagnol. Je ne sais pas si c'est mieux. En tout cas, je voudrais vous remercier pour vos interventions. C'était formidable. Et j'espère qu'on en aura d'autres à Menton. Merci beaucoup. Merci infiniment à toutes et à tous pour votre présence ce soir. À nouveau, merci beaucoup, Monsieur Herbert Traub. Merci, Marc Benveniste. Sciences Po.